Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Je suis David Logier, je suis le directeur général de RedBridge. Merci à tous d'être là. Effectivement, on a 36 participants. J'espère très sincèrement que tout le monde va bien et que tout le monde est en forme. Pour vous, vos proches, vos équipes, bien évidemment. Avec l'équipe RedBridge, on s'est dit qu'en ces temps de crise intense, la communication et la solidarité étaient des valeurs importantes. Et c'est pourquoi on a décidé de vous proposer ce webinaire. Le but est de vous donner de l'information pour vous permettre d'avancer et de prendre les bonnes décisions pour vos entreprises. Il y a énormément d'informations qui circulent, mais savoir dans cette masse d'informations quelles sont les informations importantes et quelles sont les informations fiables nous ont semblé être des points importants. Le but aussi, c'est de partager entre vous. Il y a plus de 40 trésoriers et directions financières inscrits sur ce webinaire. On vient de passer d'ailleurs à 40 à l'instant. Le but étant de pouvoir que vous puissiez échanger des informations entre vous et partager ces informations. Vous êtes des ETI, vous êtes des grands groupes et on est là pour tenter de vous apporter des réponses avec tous les plans qui succèdent du gouvernement et toutes ces informations, d'essayer de vous orienter dans cette jungle. Voilà, merci. Le but étant de tenir en 30 minutes. On verra, vous nous donnerez votre retour et vous nous direz ce que vous en pensez. Mais en fonction de votre retour, on se dit qu'on en organisera régulièrement ces points d'information parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent tout le temps. Donc, être capable de nouveau de vous décrypter cette information. Pour démarrer, je laisse la parole à Emmanuel Lecher, notre directeur du marketing, qui a organisé ce webinaire pour nous donner quelques petits tweaks pour que cette section fonctionne bien. Manu, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint en fait cette conférence web. Juste un tout petit mot. On souhaite que ce soit quelque chose d'interactif. On a prévu une séance de questions-réponses à la fin sur toutes les questions que vous nous aurez posées. Le chat fonctionne, c'est moi qui reçois les questions donc qu'on pourra voir et à la fin, les intervenants prendront quelques temps pour y répondre. Je suis désolé s'il peut y avoir des petits soucis techniques, c'est aussi une première pour nous, comme je pense nombre d'entre nous d'avoir toute une organisation à travailler à distance. On fait pour le mieux. Votre son est activé, donc si jamais éventuellement vous pouviez le désactiver chez vous pour éviter toutes les interférences. Et je pense que on va tout de suite enchaîner parce que ça dure 30 minutes. Donc, je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci. Ah, puis je l'ai trop enfoncé, j'arrive plus à le sortir. Oh, ça marche pas. Ah, j'ai pas de son. Je veux juste écouter, là, ils ont coupé le micro, mais je veux juste écouter. Bonjour. Vas-y, Muriel. Ouais, je pense que c'est bon, là. OK. Donc, bonjour, mesdames, messieurs. Donc, Marianne Damias à l'appareil. On va commencer par vous faire un point assez rapide des marchés et surtout, plus que ça, des indicateurs taux. On se concentre aujourd'hui que sur les taux. Indicateurs taux clés qui sont à suivre. Parce qu'effectivement, comme dit David, il faut trier l'information. Trop d'infos tue l'info. Donc, le but ici, c'est vraiment de vous donner les indicateurs taux que vous pouvez vous-même, j'imagine, mettre en place également, si peut-être que certains les ont déjà en place. Nous, ce qu'on aime bien regarder, premièrement, Emmanuel, slide 3. Ce qu'on aime bien regarder d'abord, c'est les indicateurs de tension de liquidité. Donc, le premier, celui de gauche, c'est le CDS Europe des banques seniors, de la dette senior. C'est un proxy du coût de liquidité des banques. Donc là, on l'a en historique sur 2 ans, mais il est en point de base, évidemment. Donc, c'est un panier de CDS d'institutions financières en Europe, banques et assurances. Donc, on voit là qu'il est la dernière donnée. Donc, on a relevé la clôture à vendredi soir. Donc là, on est sur
135 BP, donc avec une hausse aux alentours de 160. Ça a un petit peu rebaissé ces derniers jours, sachant que dans ce panier, il y a également, le panier est disponible, hein, et sur les banques françaises, il faut savoir que les banques françaises, elles, ont un CDS qui a bien résisté, puisque les banques françaises sont aux alentours de 80 BP. Donc on voit que ce CDS, en fait, il est inflaté par notamment les banques italiennes, espagnoles, qui, elles, ont des CDS beaucoup plus, largement supérieurs à 100 BP. À droite, vous avez le spread entre le Libor USD et l'OIS swap 3 mois. Donc, c'est l'indicateur de tension de liquidité sur le marché dollar, parce que comme vous le savez, il y a une extrême tension sur le marché dollar. On y reviendra avec les différentes mesures de la Fed, qu'on passera très rapidement en revue. Donc là, pareil, vous avez un indicateur qui est intéressant à suivre, donc 104 BP, c'est les points de base. Ensuite, une série d'indicateurs taux clés à suivre, voilà, que vous suivez évidemment tous. On s'est concentré sur Europe, États-Unis, le swap 7 ans et les déformations de la courbe des taux. Donc, vous avez ici, mais après, tout est possible, hein, mais en rouge, la courbe dernière, donc à vendredi, là, et en marron, la courbe il y a un mois. Donc, ce n'est pas une erreur. À droite, on a bien un 30 ans donc, qui reflète totalement les anticipations de récession dans la zone euro. Et donc, d'où cette courbe un peu bizarre à la fin avec le 30 ans plus bas. Également les taux américains. Donc ce matin, les taux rebaissent un peu après avoir remonté violemment suite au package budgétaire qui ont été annoncés par tous les États. Les taux avaient violemment remonté et là se remettent un peu à rebaisser ce matin. Les US Treasuries, donc 10 ans, avec la courbe des taux américaines qui s'est à peine déformée, mais qui est juste translatée vers le bas. Vous remarquez que sur les swaps euros, les taux sont plus élevés qu'il y a un mois. Indicateur taux clé à suivre également, enfin taux, pas proprement dit taux précisément, puisque c'est tout ce qui est appétit, aversion au risque. Tout ce qui concerne les actifs risqués, donc les spreads, le marché des corporates. Un premier indicateur général qui est le VIX. Alors lui, c'est un indicateur action, comme vous le savez, puisque c'est excusez-moi, le son avait été coupé automatiquement, je ne sais pas pourquoi. Le VIX, donc qu'on appelle l'indice de la peur, qui est donc l'écart type du S&P. Donc c'est l'écart type de la volatilité du S&P. C'est un indicateur qui est coté sur le Chicago Board, sur le marché des options à Chicago. Donc là, sachez que en 2008, cet indicateur avait atteint 90. Donc là, on est un petit peu en dessous d'octobre, puisqu'on a atteint 87 ou 80, 85, 87 la semaine dernière, et que là, on a rebaissé en fin de semaine dernière à 66. Et puis, un indicateur qu'on aime bien suivre aussi, c'est la prime de subordination sur les marchés de crédit. Donc ça, la prime de subordination, c'est donc la différence entre la dette senior et la dette subordonnée. Donc un indicateur de risque, donc basé sur les indices iBoxx, les indices iBoxx et les indices obligataires que tout le monde regarde en zone euro. Ensuite, Emmanuel, slide 6, les spreads obligataires corporate eux-mêmes, donc en euros et en US. Donc là aussi, on a des proxys. À gauche, en euros, on a en marron le crossover sur 5 ans. Donc ça, c'est plutôt le CDS, en fait, mais qui est un bon proxy du marché secondaire également. Donc un panier de CDS corporate. Et en rouge, donc les triple B, échelle de droite, triple B 7-10 ans, c'est le sous-indice triple B 7-10 ans. Donc là, vous voyez le last également, donc à 226 BP, alors qu'on était aux alentours de 100 BP avant la crise, avant la
l'aggravation brutale. Et sur les crossovers, on y reviendra également, sur le high yield crossover. Donc, on est à 610 BP autour, alors qu'on était aux alentours de 200 BP. Bon, on n'est pas encore au niveau de la crise de 2008, où on avait atteint 800, 900 BP. Et vous avez l'US à côté également, avec les indices e-box, qui sont les plus disponibles, ceux-là pour le coup, avec d'abord la partie high yield en marron également, et la partie investment grade en rouge, où là aussi, vous voyez, hein, les ordres de grandeur de hausse des spreads sont quasiment les mêmes. Rapidement, je crois que je suis dans les temps, Emmanuel, je te laisse faire le timekeeper. Emmanuel, je n'entends pas. Allô? Je n'entends pas Emmanuel. Bon. Si, je t'entends. Tant pis, continue. Ah bon. Donc, j'ai encore 3 minutes, je pense. Je te laisse faire le timekeeper. Donc, on voulait faire un petit zoom avant de passer au focus du jour sur le New CP, puisque c'est tout récent, ça date de ce week-end. Le projet de loi de finances rectificative a été voté, discuté au Parlement et voté hier. Donc, c'est l'article 4 du projet de loi de finances rectificative. Pour ceux qui veulent aller à la source, hein, vous pouvez taper dans Google projet de loi de finances rectificative, article 4, pour ceux qui veulent avoir le document complet. On a, ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire dans les jours à venir, mais nous, de notre côté, on a, et vous aussi, j'imagine, qui êtes sur le call, les banques se mobilisent fortement pour leurs clients. Hein, c'est le communiqué d'il y a 10 jours de la Fédération française des banques se concrétise véritablement. Toutes les banques se mobilisent fortement pour leurs clients, pour vous. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard parce que c'est un sujet en lui-même, comment ça se traduit concrètement sur un tas de choses, les waivers, la gestion des covenants, etc. Un sujet à part entière. Par contre, on voulait revenir sur les modalités de l'enveloppe de garantie de prêt, donc de 300 milliards qui a été annoncée lorsque la crise s'est déclenchée. Donc, cette garantie des prêts, elle va être mise en œuvre par BPI France. C'est une enveloppe de 300 milliards d'euros. Pour mémoire, c'est une fausse comparaison, mais pour mémoire, en 2008, la garantie qui avait été donnée aux banques, et donc pas aux corporates, hein, aux banques en 2008, c'était 360 milliards d'euros. Donc là, 300 milliards d'euros, ça correspond à peu près, ça a été basé, ce montant a été basé par rapport à l'encours de crédit de trésorerie aujourd'hui, mais ça correspond également à peu près, sur un calcul de coin de table, à 1 an de production de crédit en France. Donc c'est une enveloppe assez importante, elle est mise en œuvre par la BPI. Sachez par ailleurs que ça, c'est mis en œuvre par la BPI, mais que par ailleurs, on n'en parle pas là aujourd'hui, ça sera peut-être l'objet d'un autre webinar, c'est que la BPI elle-même fait également, est en train de mettre en place des dispositifs divers et variés de prêts directs, qu'elle a déjà, mais qu'elle est en train de renforcer pour les ETI, PME d'une part, pour les grandes entreprises d'autre part. Les modalités sont en cours, les modalités par rapport à ce qu'elle fait d'habitude sont en cours de discussion, donc doivent bientôt sortir. Donc là, on ne parle pas des prêts directs, mais bien de cette garantie d'État sur tous les prêts qui vont être conclus jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, avec des garanties automatiques pour les ETI, donc moins de 5000 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard, et entre guillemets sur dérogation, sur demande pour la partie grande entreprise. Un différé d'amortissement de 12 mois, des maturités jusqu'à 6 ans et un arrêté qui devrait être publié dans les prochains jours sur les modalités précises. Donc, a priori, on s'orienterait, d'après nos dernières informations, mais à prendre avec des pincettes, un plafond par emprunt de 25% du chiffre d'affaires, quotité garantie entre 70 et 80%, et des prix en fonction, donc la garantie, hein, en fonction de si on est une PME ETI ou si on est une grande entreprise, et en fonction également de la maturité. Il faut savoir que ces 3 critères sont tout simplement en fait calés sur le framework
aide d'État de la Commission européenne. Hein. Ils ne sont pas tombés par hasard, ces critères-là. Et donc, ce sera calé sur les minima définis par la Commission européenne. Mais on peut vous dire qu'en fonction de la maturité ou de ce que vous êtes, une PME, TI ou une grande entreprise, c'est entre 25 BP et 200 BP. Mais en attendant que ça sorte, enfin la matrice, on attend que la matrice détaillée, maturité et taille de l'entreprise sortent, mais ce sera entre 25 BP et 200 BP. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais je vous engage, si vous voulez plus de détails, directement sur l'article 4. Je passe la parole à Mathieu Guillot, qui va nous faire un focus. On reprendra toutes vos questions. Hein, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous les poser à la fin de la présentation. Mathieu Guillot. Merci Muriel et bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Guillot. L'idée ici était de vous faire un point sur le marché du ICP et particulièrement sur la partie corporate, même uniquement sur la partie corporate, car c'est pas étonnant, c'est le premier marché qui a connu une grosse tempête, et ce déjà depuis un peu moins de 15 jours, enfin milieu de la semaine du 9 mars. On a comment dire, ici compilé sur 2 slides à la fois les stats officielles de la Banque de France, et c'est ce qui est repris dans ce slide numéro 8, et en la slide suivante, des informations récupérées sur un questionnaire qu'on a envoyé à l'ensemble des émetteurs du marché. Merci à ceux qui ont répondu. On constate très clairement dans le graphe du haut qu'il y a un décrochage très net entre les émissions fin de semaine du 9 mars. Donc le 13 mars, on avait encore 3 milliards d'émissions, et puis semaine dernière, là on parle de date d'émission et pas de date de négociation. À partir de la semaine dernière, on voit que les volumes diminuent considérablement, autour de 500-600 millions par jour. Et si ensuite on regarde concrètement qui a pu émettre, on n'est pas étonné. Hein, les meilleurs ratings, si on regarde les stats de la Banque de France, donc c'est publié jusqu'au jeudi 19 mars, on a plus de 80% des émetteurs qui ont un rating supérieur ou égal à A2P2, contre 60%, 61% en février, et même plus de 50% d'émetteurs qui sont A1, P1 ou plus, versus en février 14%. Donc très clairement un flight to quality. Donc c'est pas un sujet de liquidité des investisseurs, mais clairement un risque pour les investisseurs de contrepartie qui les font réduire considérablement leur position. Si on regarde, Emmanuel, si tu peux passer à la slide suivante, en page 9, c'est intéressant parce qu'on confronte ça aux résultats du sondage, hein, donc on a lancé fin de semaine dernière, donc sur lequel, comme j'indiquais, nous avons eu un peu plus de 35 réponses. Donc merci encore à ceux et à celles qui ont répondu. On voit que sur donc, les 36 corporates qui ont répondu, plus de 2 tiers ont cherché à émettre, mais 5 uniquement ont réussi véritablement à émettre. Pourtant, la plupart d'entre vous, de ceux qui nous ont répondu, ont accepté d'augmenter leur coupon, majoritairement entre 0 et 20 points de base, mais quand même, vous avez accepté d'augmenter vos coupons. Vous avez aussi accepté pour certains d'entre vous, pour certains des émetteurs, de réduire les maturités. Et pour autant, seuls 5 corporates ont réussi à émettre, 3 pour le montant recherché et 2 uniquement pour uniquement une partie du montant. Et quand on lit les commentaires des uns et des autres, très clairement, on sent de la défiance sur le marché. Vous dites tendu, vous dites instable, quasiment fermé, et clairement, vous attendez, et nous aussi, on attend une clarification de la part de la Banque de France et de la BCE
sur les mesures de soutien au marché, donc ce qui fait l'objet de la slide suivante. Muriel, est-ce que tu veux? Oui, tout à fait. Donc, merci Mathieu. Le nouveau programme, on va passer rapidement sur cette slide, mais le nouveau programme PEP de la BCE, donc de 750 milliards. PEP, c'est Pandemic Emergency Purchase Program, vous en avez entendu parler. Là, le sujet qui nous intéresse le plus, c'est l'élargissement des actifs éligibles donc au programme. Ce PEP est en fait une extension du programme actuel d'achat d'actifs, l'APP de la BCE, qui est lui-même subdivisé en différents programmes selon les catégories d'émetteurs. Donc, on a le CSPP, c'est celui qui nous concerne, le Corporate Sector Purchase Programme. Et puis, à côté de ça, il y a également le programme, je vous rappelle, des covered bonds, il y a le programme du secteur public, donc pour les government bonds, etc. Donc là, la grande nouvelle que vous avez tous vue, évidemment, la semaine dernière, c'est que les actifs éligibles seront étendus donc aux billets de trésorerie d'une qualité de crédit suffisante, entre guillemets, c'est ce qui est dans le communiqué. On attend évidemment, tout le monde attend les détails par la BCE et les banques centrales nationales sur les critères d'éligibilité, notamment en termes de notation, les montants, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que par analogie avec les critères d'éligibilité qui sont aujourd'hui dans le CSPP, on pourrait aller jusqu'à A3P3 normalement, puisque le CSPP, lui, prend jusqu'à triple B-, c'est-à-dire en gros tous les investment grade, pour faire simple, ce qui pour les titres court terme donnerait un minimum de A3P3. Donc on attend de voir, puisque pour l'instant on ne sait pas, mais d'après nos informations, ces critères devraient être précisés de manière imminente. Donc dès qu'on les a, évidemment, nous vous tiendrons au courant. Juste faut savoir que concomitamment à l'annonce de la BCE, la Fed a également lancé elle-même ce type de programme de soutien. La semaine dernière, un programme de soutien aux fonds monétaires, donc un mécanisme de protection des fonds monétaires de manière à les protéger d'un bank run, c'est-à-dire des demandes de rachat de parts qui se précipiteraient. Et puis surtout la réactivation du dispositif Commercial Paper Funding Facility qui avait été mis en place en 2008 et qui, lui, pour le coup, la Fed est focalisée sur les A1P1 et de manière ponctuelle sur les A2P2. Donc là, on a également d'autres critères. Donc, à voir si la Banque de France va se focaliser sur les critères du CSPP aujourd'hui ou se rapprochera des critères de la Fed. Didier? Didier, c'est à toi sur les points d'attention de la semaine. Didier, il est peut-être en mute. Allô? Ça y est. Didier, c'est à toi de parler sur les points d'attention de la semaine. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Désolé pour ce petit passage en mute non nécessaire. Donc Didier Filouze. Oui, je pense que, outre tout ce qu'on vient de se dire sur la BCE et l'évolution du marché du UCP et les initiatives prises par le gouvernement pour donner ces garanties, en effet, on pense qu'il y a quand même pas mal de sujets qu'il va falloir regarder cette semaine. Le premier, parce qu'en plus, en tant qu'émetteur de l'UCP, la plupart d'entre vous sont notés, c'est les agences de notation. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà été contactés par leur analyste, mais ce qui est certain, c'est que depuis quelques jours, il y a une très grande activité au niveau des comités pour mener à bien une revue globale de l'ensemble des portefeuilles. Donc,
c'est tout à fait compréhensible, hein, puisque les agences se doivent d'informer le marché. Par contre, en effet, c'est quand même relativement tôt dans cette crise, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas encore claires, notamment tous les impacts positifs des mesures gouvernementales. Donc, c'est selon nous quelque chose qu'il va falloir gérer avec un peu de doigté. Très clairement, les agences, elles, se focalisent sur les sociétés qu'elles jugent avoir une exposition moyenne ou forte à la crise du Covid. Hein. Donc, évidemment, tout ce qui est retail, airlines, etc., mais aussi tout ce qui est société de services, société industrielle de façon assez générale. Et là, Moody's a publié un heat map qui est assez intéressant, si vous voulez vous y référer. Et également toutes les sociétés qui sont jugées comme ayant une flexibilité et une liquidité réduite. Et donc ça peut être jugé par les agences, soit par rapport à un certain niveau de covenant, soit par rapport à un negative outlook ou un negative watch, ou soit par rapport à un montant de liquidité confirmé disponible qui peut être jugé comme étant trop juste ou limité par rapport aux enjeux et aux échéances des mois à venir. Donc nous, notre message là-dessus, c'est d'être très vigilant parce qu'en effet, il faut surtout pas ignorer les contacts des agences et il faut rester transparent et rassuré. Et ça, on peut le faire. Et c'est principalement les premières questions que les agences posent, qui sont en effet quel va être l'impact pour vous en termes de business et de top line, et quelles sont les mesures que vous avez prises. Donc tout ça, en effet, les sociétés peuvent articuler un message relativement clair. Par contre, elles insistent aussi beaucoup pour avoir des éléments chiffrés, des updates de BP ou des cash forecasts. Et là, selon nous, il faut savoir quand même raison garder et essayer de leur faire comprendre qu'il faut qu'elles vous laissent un peu de temps pour analyser tout ça, mettre à jour vos cash forecasts des nouvelles mesures qui seront prises dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et donc, ce qu'il faut absolument éviter, c'est un peu le mouvement de panique et des notations qui sont revues trop hâtivement par les agences en comité. Et donc, autant qu'elles vous disent qu'elles gardent un œil très ferme là-dessus, ok, autant il faut que vraiment vous gardiez la main sur l'échange des informations chiffrées qui permettraient vraiment d'avoir des ratings comités qui soient vraiment conclusifs. Donc, il faut faire ça avec un peu de doigté. Et évidemment, pour celles et ceux d'entre vous qui en ont le besoin, il faut aussi avancer très rapidement sur la mise en place des initiatives qui ont été annoncées. Et donc, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, le problème, c'est que c'est une jungle et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires du tout. Donc, il faut vraiment essayer de suivre ça comme le lait sur le feu et surtout en termes des processus qui vont être mis en place et sur les offres qui seront développées en particulier pour les grandes entreprises parce que là également, c'est loin d'être clair. Quoi qu'il advienne sur ces deux sujets, la priorité selon nous, c'est en effet de préparer la communication, que ce soit vis-à-vis des agences de notation, des partenaires qui vont vous permettre de mettre en place ces nouvelles initiatives ou de vos partenaires bancaires. Et donc, en effet, intégrer dès que possible tous ces paramètres dans vos prévisions de trésorerie, bâtir un scénario central de crise et un scénario très dégradé pour pouvoir communiquer à toutes ces contreparties des messages très clairs et rassurants sur la situation de liquidité de votre entreprise, avec évidemment toujours cette vision sur les covenants, sachant que nous, notre vision, c'est que pour le moment, en tout cas sur le marché français, on a affaire à des banques qui sont tout à fait à l'écoute et qui sont plutôt très supportives des clients existants. Voilà. Je passe la parole, je crois, à David, peut-être. Oui, David, pour la dernière slide. Avant qu'on vous passe la parole, si Manu, tu peux mettre la dernière slide, s'il te plaît. Donc, cette dernière slide, c'est notre boussole en 6 points cardinaux. On l'a déjà publié semaine dernière.
Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est toujours mieux en le disant. Donc, s'assurer de la disponibilité des financements, c'est toute la question de savoir si on doit tirer sur son RCF ou non. À chacun d'entre vous d'évaluer l'opportunité. En tout cas, si vous aviez une pure backup line et que vous n'aviez jamais tiré dessus, on vous conseille d'au moins tirer pour que la chaîne se mette en œuvre. Ne croyez pas dans le contexte actuel que les 3 jours en général de la documentation vont forcément suffire parce que tous les back-office dans les banques sont complètement débordés. Donc, assurez-vous bien de ce point-là. Petit 2, évaluer l'impact de la crise. De nouveau, pas besoin de le dire, mais clairement, Didier vient d'en parler, mais toute la partie prévision de trésorerie, et vous le savez très bien, est le nerf de la guerre pour tout le monde. Vous ne pourrez pas aller ni devant vos banques, ni devant vos agences de rating, ni devant la BPI sans avoir une prévision de trésorerie à court terme solide. Et ça s'organise, j'imagine, le temps de faire remonter toute l'information du terrain et de tous les managers. Les covenants en point 3, bien évidemment, c'est un message général et vous le savez aussi très bien, mais plus vous anticipez et plus tôt vous viendrez auprès des banques, plus simple cela sera parce que ça va vite être engorgé. Et donc ça dépend bien évidemment des points sur l'évaluation du worst case scénario et du best case et de la prévision de trésorerie. Le risque de contrepartie, on en a beaucoup parlé il y a encore 10 jours, il y avait plein de rumeurs. Depuis, ça s'est un peu calmé vu les tombereaux de milliards qui ont alimenté le système. Il est probable quand même que ça va revenir. Et on sait très bien comment ça se passe quand les états-majors commencent à stresser sur ce sujet. C'est des demandes qui retombent très vite sur la trésorerie et c'est essayer d'évaluer précisément le risque de contrepartie et définir un plan d'action, c'est pas évident. Donc, en plus de tout ça, il faut vous y préparer. Suivre quotidiennement l'évolution des marchés parce que clairement, il y aura des opportunités. Le marché du New CP, on vient d'en parler, mais ça va bouger en fonction de ce qui va être vraiment décidé finalement. Sur le marché de la private debt, on voit qu'il y a déjà certaines initiatives. Donc, il y aura des poches de liquidité. Il faudra bien les identifier et aller les taper au bon moment. Et bien évidemment, récupérer du cash partout. Donc, toute la question du trap cash, du cash marathon, du working cap en général, du pooling. Tout ça sont des sujets qui redeviennent des priorités numéro 1 et que vous avez bien évidemment dans vos feuilles de route. Donc voilà en quelques slides, il est 12h03, donc on tient à peu près le timing. Est-ce qu'on passe aux questions? Donc c'est toi Manu qui a toutes les questions? Oui, en effet, on a reçu quelques questions. Une première question en fait qui concernait la BPI et la garantie du gouvernement avec des demandes d'informations pour savoir si cela s'entendait au niveau de l'entité juridique ou au niveau du groupe. Je peux répondre si vous voulez. Je pense qu'on n'en sait rien, mais ce que j'ai entendu de la BPI vendredi soir, c'était le chiffre d'affaires consolidé France. Donc, quand on dit 25% du chiffre d'affaires, donc c'est 3 mois, hein, l'idée, c'est que voilà, il faut que la BPI puisse compenser jusqu'à 3 mois. Donc, c'est 3 mois accordés de manière automatique, ou moins si vous voulez, mais pas plus a priori, ou ça sera dérogatoire. Et c'est 3 mois du chiffre d'affaires consolidé France. Et c'est en cours de précision. Il y avait une question également, peut-être pour toi Muriel, concernant l'intervention de la Banque centrale européenne sur le marché des New CP, avec une question, comment est-ce que ça se passe pour le papier qui n'est pas noté? Est-ce que ce serait la garantie Banque de France, la notation Banque de France qui serait prise en compte? La question est posée, effectivement, on ne sait pas, on attend. Les crédits de bonne qualité, effectivement, ça pourrait être les 3++, les 3+, qui sont équivalents aujourd'hui dans l'APP. Mais aujourd'hui, dans le marché des bonds, moi, il me semble que la BCE n'achète pas de bonds non notés dans le CSPP. Donc, à voir comment ça peut se traduire également dans le commercial paper. C'est vrai que logiquement, 3++ ou 3+ pourrait être éligible. Après, logiquement. Mais bon. Une petite question également sur le marché du New CP et son fonctionnement actuel. Est-il complètement fermé aux émissions?
Mathieu, peut-être? Non, il n'est pas fermé aux émissions, mais ce que montrent très clairement les dernières statistiques et aussi le sondage réalisé la semaine dernière, il se limite à un nombre restreint d'émetteurs, essentiellement en grande majorité des émetteurs notés, hein, c'est pas systématiquement le cas, mais et en grande majorité, hein, je dis plus de 50% pour des émetteurs notés A1, P1 ou A1+. Donc clairement, un flight to quality côté investisseur. Et une fermeture pour les émetteurs non notés. Alors, sur les émetteurs non notés, on a vu hein, quelques. Alors, les non notés, ceux qui bénéficient de garanties bancaires peuvent émettre. Il y a eu quelques émissions de corporate non notés, mais essentiellement, enfin, dont les programmes étaient non notés, mais dont le corporate était noté. Les statistiques hein, sont disponibles. On a vu voilà, des gens comme Safran, par exemple, évidemment, avec des montants très importants, mais voilà, c'est un peu l'exception. Les petits émetteurs n'ont pas émis. Merci. J'ai une question qui devrait peut-être tous vous faire réagir, mais peut-être toi, David. Faut-il tirer les syndiqués tout de suite pour 2 ou 3 mois ou rester sur 1 mois? Alors, ça, là, la question est simple parce que faut-il tirer son syndiqué? La question est peut-être un peu plus complexe, mais quitte à le tirer, nous, on dit qu'il faut tirer. On a beaucoup de clients qui ont tiré plutôt au début sur 1 mois. Nous, dans le contexte, on dit que si vous pouvez tirer sur 6 mois, tirez sur 6 mois. On a des clients qui ont tiré sur 6 mois et ça s'est très bien passé. Parce qu'un mois, on sera en plein milieu de la crise. Donc, voilà, plus c'est long, à notre sens, mieux c'est. Ouais, je pense qu'en effet, il y a pas mal de points à prendre en compte si on veut tirer sur un RCF ou pas. Ce qu'on pense, c'est qu'en effet, si vous avez jamais vraiment tiré sur votre RCF parce que vous n'en aviez pas vraiment besoin, mais que c'est une source très importante de liquidité pour vous, ça fait tout à fait du sens de tirer sur vos lignes pour voir à quel point vos banques sont réactives et que les processus sont bien en place, et d'une certaine façon de sécuriser une partie de cette liquidité, hein, même si tout le monde se veut très rassurant. M. Villeroy de Gallo dit à tout le monde que la liquidité est intarissable. C'est quand même pas mal de faire ça. Une des autres raisons pour tirer sur ces lignes, en effet, c'est quand les choses deviennent un peu plus tendues. Et donc, si ça devient un peu plus tendu, très clairement, plus vous faites du long, plus vous êtes à l'aise pour vous organiser et mettre en place de nouvelles initiatives qui vont vous permettre de générer plus de cash et mettre en place une fois de plus toutes ces mesures gouvernementales. Et puis, en effet, si vous êtes un peu en difficulté et que vous n'avez pas tiré l'intégralité de votre RCF, il faut que vous vérifiez vos documentations bancaires et voir à quel point les déclarations que vous devez faire pour le tirage de nouveaux billets par rapport au renouvellement des billets sont similaires ou si celles-ci sont plus dures. Parce qu'en effet, il peut être plus facile, selon votre documentation, de renouveler des billets déjà tirés que d'en tirer de nouveaux. Donc c'est un peu technique, mais c'est quelque chose aussi à garder en tête. Je ne sais pas si Muriel ou Mathieu veulent rajouter quelque chose. Non, je pense que ce que vont craindre les prêteurs, c'est pas un risque de liquidité, c'est pas une crise de liquidité, c'est une crise de crédit. Et donc l'intérêt de tirer sur le crédit syndiqué, c'est entre autres de se prémunir contre un éventuel utilisation de la MAC hein, pour interdire aux émetteurs, aux emprunteurs d'utiliser le crédit syndiqué, d'où l'intérêt effectivement de tirer, car il est plus facile de rouler une position, comme le disait Didier, que de tirer sur une part du RCF non utilisée. Donc, comme ça, on a une position plus prudente.
J'aurais peut-être une dernière question et puis après, il nous faudra quitter la session pour permettre à chacun d'aller déjeuner. On n'a pas parlé de l'univers de la facturage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur ce marché majeur en France? Ben, je vais répondre peut-être, enfin, me lancer. L'univers de la facturage, oui, effectivement, les opérations qui sont en cours actuellement se terminent. Hein, les facteurs n'ont pas posé le stylo, donc a priori, les opérations qui étaient en cours avant l'aggravation brutale des choses vont être tout à fait menées. Après, ça c'est un sujet qui pourrait être un sujet d'un prochain webinaire, mais l'analyse des créances clients restera l'analyse des créances clients. Donc, on peut peut-être prévoir un petit peu plus de difficultés là-dessus, et on en revient finalement au même conseil précédent de Didier et David sur la quantification des impacts de cette crise sur chacune des signatures concernées. Donc, à suivre. Désolée pour cette réponse partielle, mais c'est un très bon sujet, mais qu'il faudra effectivement creuser. Ce qu'on peut voir, juste seulement un petit commentaire qui était déjà même près cette crise-là, c'est qu'on voyait en effet que les assureurs crédits étaient un peu plus prudents sur les risques les plus leveragés et les moins bien notés, et ça avait des impacts déjà assez réels sur certains de nos clients pas mal leveragés, parce que leurs fournisseurs, ne pouvant plus assurer crédit leurs créances, demandaient des conditions de paiement qui étaient beaucoup plus courtes que si elles pouvaient avoir recours au factor. Donc ça, c'est quelque chose quand même à regarder, parce qu'évidemment, là, on peut avoir des effets assez pervers en termes de BFR si les assureurs crédit commencent à réduire leur ligne sur certaines contreparties jugées trop risquées. C'est le seul commentaire que je rajouterais à ce que vient de dire Muriel. Mais en effet, c'est un vaste sujet et ce marché va forcément évoluer avec la crise également. Très bien. Bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait en tout cas le tour des questions. Je voulais juste remercier donc toute l'équipe conseil en dette de RedBridge d'avoir fait cette présentation en un temps record et cette petite étude et ce point sur le marché des new CP. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, informatif. Je voulais remercier également tous les participants de nous avoir rejoints aussi rapidement, parce que on a envoyé l'invitation vendredi, donc et d'avoir pris un petit peu de temps. Je pense que si vous avez aimé la formule, on essaiera de revenir vers vous très très vite. Bien évidemment, toute l'équipe de RedBridge reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous allez recevoir le document. N'hésitez pas à nous envoyer des emails, à continuer la conversation avec nous. On sera là pour vous répondre. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bon, merci beaucoup. Merci.